Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 85. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors on vous avait promis du changement la semaine dernière et il y a pas mal de trucs cool. On va essayer quand même de faire une émission pas trop longue parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Le changement, c'est maintenant. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît et puis surtout à commenter toutes les nouveautés qui arrivent cette semaine parce qu'il y en a pas mal. Il y a même peut-être des jeux qui vont faire débat, qui sait. Allez, on va commencer par le top 10 de la semaine avec, en 10e position, c'est une entrée, Fateforge. C'est pas une nouveauté, il était déjà là la semaine dernière. Fateforge Chronicles of Cannes, 122 000 euros, 1395 contributeurs. Et il reste une dizaine de jours. C'est un jeu d'aventure, on va dire. Oui, avec quelques petits éléments un peu dungeon crawler, mais basé sur un système de draft 2D. C'était déjà... c'est un projet qui a été annulé, ça. Parce que quand je vois les illustrations, ça me dit vraiment quelque chose. Ce qui est assez fou, c'est que quand on voit le premier visuel, on s'attend à un petit jeu. Et en fait, pas tant que ça en fait. Le jeu, il a l'air assez complet, avec plein de petites boîtes à ouvrir pour ceux qui aiment ouvrir des boîtes. Bon, derrière, c'est quand même des grands noms, hein. C'était les mecs qui avaient fait les jeux Vengeance, Ouais. qui avaient fait ensuite Excavation Earth, Ouais, dont on qui avait était, parlé. ouais, ouais. Hamlet, qui avait eu un succès fulgurant oui, sur, oui, tout à fait. La sur gestion de Kickstarter. village. Voilà, donc ouais, c'est des habitués, on va dire, du financement participatif. Donc peut-être que les visuels viennent de là, peut-être qu'ils ont Les travaillé visuels avec me des disent quelque auteurs. chose, mais je me demande si c'était pas tiré d'un jeu de rôle. Enfin, vraiment, les visuels me disent vraiment quelque chose. Donc, il faudra creuser cette histoire. Est-ce que ça appartient à un univers qui existe déjà? Ils mettent pas ça en avant, en tout cas. Mais bon. Voilà, donc Fateforge, il y en a pas mal de dungeon crawler. Hein. C'est un peu... Ça revient à la mode. Hein. Enfin, ça a toujours été à la mode, mais il y a eu des vagues où il y en avait un peu moins. Et là, il y en a beaucoup cette semaine. La preuve, avec la 9e position, qui est Dungeon Bras. 47 000 euros, 1539 contributeurs, grosse campagne de 20 jours. C'est un dungeon crawler, mais de cartes. Pas tout à fait la même chose, mais ça reste du dungeon crawler, avec un esprit très cartoon. Hein. On est dans le dungeon crawler humoristique. C'est un sous-genre du genre, on va dire. Hein. C'est pas le premier à proposer ça, des espèces de dungeon crawler un peu parodiques. Et là, c'est complètement le cas. Hein. Les illustrations sont over the top, très fournies, très baroques. Et c'est plutôt rigolo. Voilà. Ça marche pas tout le temps. Je trouve que Non, il y en a c'est très certaines sur casse-gueule hein, lesquelles comme style. ça marche très bien, et sur d'autres un peu moins. Il y en a certains que je trouve peut-être effectivement un peu surchargés. Ouais. Et on perd ce côté, on va dire, un peu sale gosse au détriment de juste quelque chose qui semble, on va dire, dégueuler l'image, ce qui est un peu dommage. Mais après, bon, le jeu a l'air un peu rigolo, avec des changements via des cartes d'enchantement, etc. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air plutôt fun. La 8e position est beaucoup moins fun, puisque c'est un truc hyper sérieux, hein, c'est Atlas Lost Rise of the New Sovereigns, 159 000 euros, 1598 contributeurs, et il reste uniquement 5 jours. Et pourquoi? Parce que ça fait des plombes que ce jeu traîne hors du classement. J'ai été même surpris de le voir enfin dans ces derniers jours dans le classement, dans le top 10. Ça fait peut-être 20 jours qu'il traîne sur Kickstarter ce jeu. C'est un jeu de science-fiction post-apocalyptique. De ce que j'ai compris, on essaye de reconstruire le monde hein, qui a été détruit à coup de technologie et de 4X, c'est un jeu un peu 4X, et surtout de ressources. Ils disent que c'est dans la lignée de Terraforming Mars, de tous ces jeux. Et c'est japonais, et c'est assez surprenant parce qu'on ne le voit pas tout de suite. C'est vrai que les jeux japonais, on a plutôt tendance à penser à des jeux un peu simples en termes de design, mais très efficaces, très épurés. Là, c'est pas le cas du tout. Hein. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de meeples, beaucoup de tuiles. C'est très joli hein, d'ailleurs, c'est de la pure science-fiction. C'est beaucoup basé sur la technologie, moi c'est ce que j'ai compris. Hein. Il faut vraiment développer la science et la technologie si tu veux t'en sortir, je crois. Et tu m'as indiqué qu'il y avait un grand nom du jeu vidéo derrière, et moi je ne connaissais pas. C'est vrai qu'en termes de design, ça me rappelle un peu le jeu Anachronie. Je sais pas si tu vois, je trouve on retrouve un peu ce côté un peu surchargé avec la technologie au centre de tout. Donc effectivement,
Bah, ce qui était assez drôle, on le voyait en début d'émission, on s'en parlait en off avec Erwan en se disant ah c'est marrant, ça fait pas du tout design japonais. Et ce qui est assez drôle, c'est que le game designer est le développeur de Aqua Garden, dont on avait parlé dans l'émission et qui pour le coup fait très très japonais. Ouais. Mais surtout au niveau de l'artwork, en fait, on retrouve Kazuma Koda, donc ils le mettent en avant sur la page. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le concept artiste de Nier Automata. Alors ce qui est assez drôle puisqu'ils disent Nier Automata série, mais c'est juste un jeu. Hein. C'est Nier qui est la série, mais Nier Automata qui est un jeu où effectivement on voit les similarités entre les deux univers. Et si jamais vous jouez aux jeux vidéo et que vous ne connaissez pas Nier Automata, faites Nier Automata, c'est incroyable. D'accord. Voilà, et en parlant de jeux vidéo, en 7ème place, nous avons Kingdom Come Deliverance, donc qui est issu d'un autre jeu vidéo qui n'a rien à voir avec les univers science-fiction japonais, puisque là on est dans le médiéval Europe de l'Est, médiéval pas fantastique, hein. Ça ils le mettent, ils sont très insistants là-dessus, même si j'avais fait remarquer la semaine dernière qu'il y avait quand même de l'alchimie, donc pour le réalisme tu repasseras, mais bon. Donc Kingdom Come Deliverance, c'est un gros jeu narratif avec une application qui prend énormément de place, où tu peux même faire tes personnages dessus, où tu peux déplacer mettre en place tes tuiles. Il y a beaucoup de textes, c'est très narratif, donc beaucoup de textes lus par des acteurs. Enfin, ils ont fait une grosse application. Ce jeu, il a un peu de mal à exister en fait. Il en est à 320 000 €. Ce qui n'est pas mauvais, hein. 2000 contributeurs, ce qui pour un jeu n'est pas non plus mauvais, mais il reste que 7 jours et je pense qu'ils attendaient beaucoup plus de ce projet. C'est vrai qu'en plus, quand on parle comme ça d'un jeu qui est basé sur une licence, même si c'est pas une licence aussi connue que je sais pas, Pokémon ou Disney, ça reste une licence qu'il faut rémunérer et c'est vrai que 300 000 €, c'est quand même pas énorme quand tu sais le prix qui va être demandé par les ayants droit pour l'exploitation de la licence, etc. Après voilà, ça s'explique aussi, on a vu, on en parlait la semaine dernière, hein, par un design, on va dire, qui divise. Ouais. D'ailleurs ça n'a pas trop divisé, hein, dans les commentaires, on n'a pas vu grand monde pour défendre le jeu malheureusement. Ça passe un peu inaperçu, hein, j'ai l'impression que les gens sont un peu indifférents à ça. Ouais, et même sur les sites de jeux vidéo, parce que j'ai vu que certains sites avaient fait la promotion du jeu en essayant de le mettre en avant, regardez votre jeu de vidéo, et la plupart des commentaires étaient quand même assez mitigés, hein. Mais bon, c'est dommage d'un côté puisque le jeu est bien, l'univers est original, mais d'un autre côté effectivement le jeu n'a selon moi pas été suffisamment travaillé et je trouve que c'est typiquement le genre de projet qui aurait peut-être mérité un petit relaunch, annuler la campagne là, retravailler un petit peu sur les points qui pouvaient diviser et puis apporter les modifications nécessaires pour avoir un jeu peut-être un peu plus qui réponde un peu plus aux attentes. Voilà. Et puis moi, là je trouve que continuer cette campagne c'est un peu se tirer une balle dans le pied. En fait. Oui, à mon avis ils vont un peu peiner pour la suite, pour la prod. Et puis il y a le côté direction artistique qui se veut très austère. Et je me demande si ça participe pas aussi à l'indifférence, parce qu'il n'y a rien qui pop finalement. On a l'impression, quand on regarde la page, ça passe un petit peu au-dessus de la tête. On ressort de là, on n'a pas l'impression d'avoir vu grand-chose, alors que tout est montré finalement. Ouais, je me demande s'ils ne sont pas un peu planté dans la direction artistique. Il aurait peut-être fallu quelque chose qui fasse un peu plus peut-être tape à l'œil, ou en tout cas peut-être, comme on en avait parlé la semaine dernière, plus proche du pictural de l'époque. Donc là, il y a pas grand-chose qui ressort en fait. Donc c'est difficile, hein. On voit le truc passer, puis finalement on s'en fout un peu. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls, hein, puisque le jeu a, on va dire, un demi-succès. On peut pas dire que c'est un échec non plus, mais je pense qu'ils en attendaient beaucoup plus. 6ème place, c'est un petit jeu, hein, qui marche très bien, Age of Comics, The Golden Years. Il était là la semaine dernière, il a gagné 3 places cette semaine, hein. Donc il y a une petite hype sur ce jeu, il marche bien. Faut dire qu'il est aussi traduit dans beaucoup de langues, donc ça aide, qu'il n'est pas extrêmement cher, et puis que c'est un sujet porteur, puisque c'est sur les comics books, même si c'est pas sur les super-héros ou les personnages de comics book, mais c'est sur l'édition de comics book. C'est un jeu de gestion sur l'édition de comics book. Je trouve que la thématique est super originale. On en avait parlé la semaine dernière. Très beau design vintage, années 50, que je trouve très réussi, avec ces petites tuiles qui représentent les couvertures de comic book, qu'on a presque envie de collectionner par elles-mêmes. Ça fait presque des petites cartes que tu as en cadeau chez le marchand de journaux.
étrangement, je trouve qu'il réussit dans le design là où Kingdom Comes échoue en fait. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il arrive à s'ancrer dans une époque en utilisant tous les codes de cette époque, et du coup, ça a vraiment ça titille une espèce de fibre un peu soit nostalgique, soit en tout cas, ça titille Ça la attire l'œil curiosité. déjà. Voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai que la page, on comprend assez vite de quoi le jeu va retourner. Ça va dans tous les sens, c'est joli, ça a de la gueule, et on n'a pas le sentiment d'avoir déjà vu beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. Ouais, tout à fait. 5e place, c'est un Dungeon Crawler. Dungeon Universalis New Challenges, donc c'est une extension et un reprint d'un jeu qui existe déjà. 267 000 €, 2596 contributeurs, et c'est déjà quasiment la fin parce qu'il reste quelques jours. Il a gagné 2 places cette semaine. Les critiques sont dithyrambiques sur le premier Dungeon Universalis, donc moi ça me hype pas plus que ça. On en avait beaucoup parlé la semaine dernière, donc ça fait un peu vieillot, mais c'est ça qui plaît aussi finalement. Je crois qu'il y a beaucoup de gameplay aussi, c'est vraiment énorme. Donc c'est ça qui attire, c'est que tu en as pour ton argent. C'est ça. Et d'un côté, pour certains, c'est vraiment un attrait extrêmement important pour un ce jeu. que je comprends. Autant ce que je comprends aussi. Autant pour d'autres, on peut avoir tout de suite cette impression d'être assommé par le matériel, par les petites règles, par les situations exceptionnelles, etc. Et ça peut avoir tendance à rebuter. Ça ne retire rien dans la qualité du jeu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus clivant, on va dire. Ouais, c'est sûr. Allez, 4e position, c'est Necromold qui gagne 2 places cette semaine. Donc ce fameux jeu d'affrontement avec des personnages en pâte à modeler que tu peux écraser sur le plateau. 487 000 €, 2957 contributeurs. Il reste quelques jours et c'est un franc succès. Il n'y a aucun problème là-dessus, même si ça s'adresse largement à un public anglo-saxon parce que pas de traduction. Puis le premier jeu n'est jamais sorti chez nous, je crois. Donc en sachant cela, c'est encore un plus gros succès finalement. Non, c'est assez surprenant. Bon, après, ils ont fait quand même une campagne de publicité extrêmement agressive. Ouais. Ce jeu-là, sur les réseaux sociaux et les différents sites, on en entend parler depuis des mois. On reçoit des petites vidéos de gameplay, des machins. Ils ont bien travaillé la communication autour du projet. Bon, ça a payé. C'est original, cette idée de se passer de figurines et de trouver un autre moyen, etc. Moi, j'aimais toujours un petit peu des réserves quant à ce matériel. Et puis, est-ce que au bout d'un moment, il va pas finir par s'user un peu plus rapidement que le matériel qu'on a habituellement? Tu rachètes la pâte à modeler au magasin d'à côté. C'est vrai qu'on peut racheter de la pâte à modeler. T'as les boosters. Les boosters Play-Doh. Allez, avant de passer aux 3 premiers, notre traditionnel détour par les nouveautés de la semaine. Il y en a pas mal. Je voulais commencer par un jeu qui porte mon nom. Ça s'appelle Ron, mais tu peux le prononcer Erwan. C'est un jeu d'affrontement, alors qui peut jouer soit en coop, soit en 1 contre 1. Comment dire, c'est la Terre qui a été ravagée. Vous avez des factions qui essayent un peu de rebâtir les choses, et là, pas de peau, il y a des extraterrestres qui arrivent pour envahir. Ça, c'est double peine, quoi. Donc c'est un jeu d'affrontement de cartes assez traditionnel, mais quand même avec 2 originalités, c'est qu'il y a des ressources en plus, et il y a quelque chose alors je sais pas si c'est une usine à gaz ou ça va être le petit coup de génie du truc, c'est que tu peux changer la face de tes dés, un peu à la Diceforge. C'était Diceforge, non c'est pas Diceforge, je sais plus comment ça s'appelait, si il me semble que c'est Diceforge. Tu pouvais changer la face de tes dés, et là tu as une petite clé, c'est façon Ikea, pour visser tes petits écrous de différentes couleurs sur ton dé neutre. Et évidemment, les écrous de différentes couleurs correspondent à des possibilités ou des ressources différentes. Donc tu peux t'amuser à changer ton dé au fur et à mesure que tu améliores ta faction. Donc voilà, ça c'est une vraie interrogation parce que c'est très original. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que au bout de la 10e partie, ça va pas te saouler de visser ta petite vis verte ou rouge dans ton dé? J'en sais rien. Ou alors est-ce que c'est un petit coup de génie et de design? Voilà, l'interrogation reste ouverte. Mais en tout cas, le jeu a plutôt pas trop mal démarré. Il en est déjà à 333 contributeurs. Et il reste beaucoup de jours, il reste 27 jours. Donc on verra peut-être dans le top 10. Très bien. Est-ce que moi je vous emmène faire un petit détour par GameFound? Bah vas-y. Allez, soyons fous. Du coup, je vais vous parler moi de Core Connection, Nabla Conspiracy. Donc c'est un jeu de cartes basé sur l'univers des mechas japonais. Donc vous savez, ces robots façon Gundam, Evangelion, etc. Donc, j'aime bien les gros robots. C'est quelque chose... Moi j'aime bien les gros robots aussi. Après, on va pas se mentir. Moi, tant qu'ils sont pas faits par Guillermo del Toro, moi ça. Ah oui.
Pauvre Guillermo, on t'aime. Hein, très bon film, Guillermo del Toro. Bon, pas Pacific Rim, mais on l'aime quand même. C'est ça, on l'aime. Mais là, on a beaucoup plus ce côté robot à la japonaise qui sont gigantesques, qui vont s'équiper d'armes de plus en plus puissantes et qui vont devoir repousser une menace qui vient attaquer la Terre. Donc avec un système de draft de cartes, vous allez devoir développer votre tactique. Tout ça dans un univers un petit peu Japanimation. C'est ça. C'est proposé par une boîte qui, à la base, s'est spécialisée dans la traduction et l'import de jeux tirés de licences japonaises pour les États-Unis, qui s'appelle Japan Games. C'est notamment eux, par exemple, qui ont édité Cowboy Bebop, qui ont édité Naruto, etc. Et puis, depuis quelques temps, voilà, ils essayent. C'est ça, ils essayent de proposer leur univers à eux. Donc c'est fait par des passionnés. Malheureusement, je trouve que il manque ce petit plus, cette petite patte artistique qui permettrait vraiment de se démarquer. Là, ça fait un peu trop fan game à mon goût. Ouais, moi j'avoue que c'est un style trop, tu vois, trop japanime. C'est ça, et sans parce qu'il y a des pour moi, voilà, il y a un peu cliché en fait. Ouais, c'est ça. Ça sera pour une prochaine fois. On attend toujours un jeu Evangelion, hein, si jamais. Écoute, on va rester sur GameFound avec Temple of Horrors 2.0. Alors je peux pas énormément vous en parler de ce jeu parce qu'à l'heure où on enregistre cette émission, la campagne n'est pas encore lancée et elle est lancée dans 2 heures. Mais quand vous allez voir l'émission, vous pourrez voir la page et tout regarder. C'est un dungeon crawler. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de dungeon crawler. Donc voilà, écoutez, hein, vous avez des aventuriers, vous passez des couloirs, vous avez des ennemis. Il y a pas mal de matériel. Vous avez notamment les murs. Alors ça, c'est assez original. Je sais pas si c'est... Enfin, j'ai du mal à croire que ça soit vraiment utile pour le gameplay de foutre les murs autour des tuiles. Peut-être que si, hein, peut-être que c'est justifié, je ne m'avance pas. Ils promettent un système de bataille, de combat très innovant, que je ne connais pas encore. Mais donc on en parlera plus la semaine prochaine, s'il arrive dans le top 10, parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce système de combat très innovant, hein, ou pas. Voilà, c'est la question. Donc voilà, c'est sur GameFound actuellement, Temple of Horrors, ce qui n'est pas un jeu d'épouvante, malgré le titre. Je te propose de revenir sur Kickstarter pour le reste des nouveautés. Écoute, avec grand plaisir. Je vais vous faire un petit point sur le jeu Leaf, qui est sorti pas très longtemps, qui est proposé par Tim Essner, donc pareil, hein, un habitué de la plateforme. Dans ces jeux avec un peu une ambiance décontractée, très automnale. Il avait fait Canopée notamment, qui est arrivé dans les boutiques il n'y a pas si longtemps. Il avait fait un gros jeu aussi dont on avait déjà eu l'occasion de parler, qui s'appelait March of the Ants. Un jeu où vous allez fait contrôler des fourmis dans un monde... avec vous devez affronter des insectes, etc. Là, on est sur un jeu beaucoup plus détente, à base de collection, de feuilles à ramasser, des petits animaux sous forme de cartes à collectionner. Voilà, vous avez vos plateaux personnels. Vous devez essayer de scorer avec les différentes manières de marquer des points. Donc on est vraiment puzzle game aussi. Hein, voilà, tu les feuilles entre elles. Exactement. Donc on est sur un jeu vraiment détente, comme on en voit souvent popper à l'automne. Je sais pas, tu sais, les journées se raccourcissent, le moral est souvent un peu en berne, donc voilà, il y a plus de chauffage, un peu réconfortant. Voilà. Donc voilà, des petits jeux un peu réconfortants comme ça, c'est toujours là que ça marche. Bon, évidemment, c'est juste la campagne, hein. Le jeu, vous le recevrez au printemps suivant, voire l'été suivant. Mais bon, en tout cas, ça se prête bien à l'ambiance actuelle. Ouais, puis c'est des thématiques toujours à la mode. Hein. Les jeux sur la nature, on en a vu beaucoup ces 2 dernières années et ça ne passe pas de mode. Allez, moi j'enchaîne avec, je vous emmène dans l'espace, évidemment, vous me connaissez, avec Lunar Rush sur Kickstarter, qui est là pour une 20aine de jours. C'est un jeu de gestion de ressources sur la Lune. Il va falloir exploiter la Lune. Soit on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Soit on se dit, putain, ça y est, c'est autour de la Lune de se faire défoncer par l'humain. Soit on se dit, c'est la première étape pour l'exploration galactique. Le fait est que là, vous allez incarner des corporations qui vont exploiter la Lune, les ressources de la Lune, et qui vont faire le pont avec la Terre. Et alors la petite originalité, c'est que c'est du jeu simultané. Donc comment ça marche exactement? Est-ce que ça marche bien? Faut voir du gameplay. Mais voilà, moi j'aime toujours les trucs qui se passent sur la Lune, moi ça me plaît toujours. J'aime bien les jeux de ressources. Le design est plutôt efficace, je trouve, pas révolutionnaire, mais ça a l'air efficace. Et c'est pas un jeu extrêmement cher, je crois qu'il est à 40 balles. Tiens, je te propose d'enchaîner sur rien à voir, on ne peut pas faire de transition.
vachement sur de la musique. Oui, oui, d'ailleurs, c'est un jeu qu'on avait repéré tous les deux, hein. Ouais. Donc, on va vous parler, toujours sur Kickstarter, de Draft and Write Records. Donc un jeu où vous allez devoir monter votre groupe de musique, composer vos morceaux, partir en tournée, et tout ça dans un draw and write, donc avec ce matériel sur lequel vous allez devoir faire des petites encoches avec un crayon, et puis suivre l'évolution de votre groupe de musique. Du garage au stade. C'est ça, du garage même à l'Opéra de Sydney. Ah oui. C'est très précis. Mais je trouve que l'ambiance est plutôt bien réussie. Ouais. Je trouve que la thématique s'y prête bien. C'est vraiment pas évident de faire un jeu autour de la musique. Il y a des thématiques comme ça en jeu de société qui sont vraiment casse-gueule. Et la musique, ça en fait partie, hein, finalement. Parce que c'est pas le premier jeu qui propose de monter un groupe pour devenir célèbre, faire des tournées, etc. Il y en a eu plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup parce que je pense que la thématique est très difficile à rendre. De le faire en draft and write, peut-être que c'est une solution. En tout cas, moi, je l'avais jamais vu dans cette thématique. Non, et puis je trouve que cette idée de représenter vraiment tous les aspects, qu'on commence avec la création de son groupe, la manière qu'ils ont eu d'intégrer dans le gameplay la composition des morceaux, je trouve que c'est plutôt réussi, Ouais. ça donne envie. Je pense que c'est un jeu à suivre dans les semaines à venir. C'est plutôt intéressant, ouais. Et ben voilà, on a fait le tour de nos nouveautés. Si vous avez d'autres nouveautés que vous avez repérées, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis on va passer aux 3 premiers qui ont complètement changé. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Allez, 3e place de ce Kick Parade. Grosse surprise. Naturopolis. Solo and Cooperative Countryside Building Game, 80 000 €, quasiment 3000 contributeurs, il reste une semaine. Alors après, c'est une petite star qui l'a fait, hein. C'est Jason Tagmeyer. Jason Tagmeyer, c'est pas la première fois qu'on vous en parle parce qu'il est assez prolifique, c'est un peu le Youssef Fari américain finalement. C'est ça, 56 projets créés. Hein. Exactement. 56. Et il est spécialisé dans des petits jeux qui se placent dans des petits portefeuilles. Et d'ailleurs, j'en ai vu en boutique. Il commence à être distribué dans les boutiques françaises. Et donc, c'est des jeux qui coûtent vraiment pas cher, que tu mets dans ta poche de jean ou de veste. Et donc là, c'est un jeu, c'est un city builder en fait, où il va falloir connecter des routes, des fleuves. Bon, c'est toujours très simple, faut pas demander non plus un gros jeu de gestion qui va vous prendre une table entière. C'est fait exprès, c'est simple, c'est petit et c'est minimaliste. Et ça cartonne parce que le mec, il a fait ses preuves, quoi. Et puis là, en plus, il y a la possibilité de comboter plein de jeux ensemble et de pouvoir finalement obtenir encore plus de variété de gameplay. Parce qu'on part quand même d'un pledge à 2 € et on finit à 2$ et qui finit à 55. Donc on est quand même sur une marge de progression qui est quand même assez, une grande amplitude, effectivement. Bon, après, voilà, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Alors oui, c'est des jeux qui sont simples, mais qui sont pas simplistes. La preuve en est, c'est qu'il continue à obtenir du succès. Il s'agissait, on va dire, au début, les gens étaient un peu surpris, ils se sont dit on va essayer, on est curieux, etc. Mais si les jeux avaient été mauvais, on n'aurait pas au 56e projet toujours 3000 personnes à venir backer les jeux. Donc voilà, je pense qu'on est sur une valeur sûre. Après, je te rejoins, c'est pas le genre de jeu, enfin c'est pas un Terraforming Mars, voilà. Non. C'est plus léger. Il a même fait, ça fait un moment d'ailleurs qu'il a fait un système d'abonnement. Tu peux t'abonner à ces jeux et tu reçois, c'est un peu comme un magazine quoi en fait. Tu reçois ton jeu, ton petit jeu à chaque fois qu'il sort. C'est malin, le mec il a bien réussi son coup, bravo. 2e place, c'est également une entrée. Et on parlait de Terraforming Mars. Eh bien, la transition est parfaite puisque c'est Terraforming Mars The Dice Game. Après Terraforming Mars le jeu, après Terraforming Mars Ares, voici Terraforming Mars The Dice Game. On attend prochainement le jeu narratif, le Legacy, le Dungeon Crawler. Bon, plus sérieusement, c'est vrai qu'on se moque, mais il y a un petit côté, on use l'IP jusqu'à la corde, voire à la ficelle de la corde. Et ça, c'est un peu, on a le droit un peu d'en rire, quoi, parce que, bon, évidemment, Terraforming Mars est devenu un grand classique. Et moi, je suis un grand fan de Terraforming Mars. Moi, j'ai ma big box, j'ai mes tuiles, j'ai mes corpos, mes cartes promo, tout ça. J'adore Terraforming Mars. Donc, ils se disent, on va décliner sur le même thème. Donc, Ares reprenait un peu les mêmes concepts, mais dans un jeu, on va dire, aux mécaniques différentes. Et là, c'est pareil. Il faut terraformer Mars, mais avec des dés. Vous allez pouvoir lancer vos dés, ça va vous donner des ressources. Il va falloir faire vos actions, dispatcher vos dés, et puis monter la température, monter l'oxygène et mettre les océans, ça ne change pas, vous avez toujours des objectifs. Voilà, donc c'est du Terraforming Mars, on va dire rapide, efficace, avec le petit côté hasard, ce qui peut rebuter peut-être
certains joueurs de Terraforming Mars, même si tu avais le côté hasard avec les cartes, hein, donc on peut évidemment un peu enlever avec le draft. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à acheter des dés parce qu'il y a trop de hasard, et en particulier les joueurs de poste d'ouvrier. Mais ça n'empêche pas le jeu d'être un gros carton. Moi, je pensais que Terraforming Mars, quand ils ont annoncé Dice Game, je me suis dit, oh, ouais, mec, ça va être le truc de trop, quoi. Ça suffit. Et ben non, 5348 contributeurs, 218 000 euros, et il est deuxième du classement cette semaine. Et il est arrivé cette semaine, hein, donc c'est un énorme succès. Après, le jeu n'est pas très cher, hein. 36 euros, c'est quand même très correct, mais ça ne sert à rien de pledger puisqu'il va sortir en boutique en France. Évidemment, c'est sûr qu'il va sortir. Donc c'est pas la peine de vous embêter à pledger ça, à attendre des mois. En plus, là, il n'y a pas de VF, la TVA, elle est rouge, le shipping est extrêmement cher. Donc, niet, ne pledgez pas ça sur Kickstarter. Attendez tranquillement de l'acheter dans votre boutique de quartier. Ce sera beaucoup mieux. Après, moi, j'ai toujours un petit souci avec Stronghold Games. C'est autant sur le premier Terraforming Mars, je sais qu'il avait été décrié pour son esthétique, un peu vieillotte, etc. Matériel pourri. Matériel un peu naze, etc. C'était un premier jeu, c'était une première tentative, et à l'époque, je les avais un peu défendus corps et âme en disant, bah, quand même, il y a une volonté artistique, il y a des choses un peu douteuses, mais malgré tout, on est sur un projet récent, une nouvelle licence. Je trouve que là, aujourd'hui, ça justifie un peu moins, en fait, de continuer dans cette esthétique mi-photo redessinée, on va dire, manque d'ergonomie. Ils sont emprisonnés de ça, quoi. Oui, mais je pense qu'on aurait pu proposer un Terraforming Mars avec, on va dire, une nouvelle esthétique, ne serait-ce que ça. Je trouve que c'est justement avec ce genre de jeu qu'ils auraient pu tenter quelque chose, en fait. Se dire, tiens, comment on pourrait faire, c'est ça, comment on pourrait faire pour faire évoluer la licence. Et là, je suis quasiment sûr, alors les fans de Terraforming Mars me le confirmeront peut-être, hein, je m'avance peut-être un peu trop. Mais là, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris des visuels qui étaient déjà existants, et puis bah voilà, ils ont fait copier-coller, hop, et puis on se casse pas la tête, on refait pas des nouvelles illustrations, Alors rien. J'ai envie de te dire, t'as raison, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le jeu est très abordable. Donc voilà, mais très abordable avec quand même une TVA qui est excessivement chère, un shipping qui est excessivement cher. Alors non, mais pour les Français, ça vaut absolument pas le coup. Ça vaut pas le si coup. t'es américain, mais bon, voilà, je me coup, dis, ça, pour une compagnie aussi grosse que Stronghold Games, je trouve que c'était vraiment la campagne qui méritait peut-être un peu de prise de risque. Et là, non, ils sont vraiment en terrain conquis, ils sont vraiment. Mais c'est des gens très désagréables parce que je me les suis coltinés à SN. Ils sont très désagréables et ils détestent les backers français. Ils me l'ont dit droit dans les yeux parce qu'on était chiants. Hein. Donc ne leur faites pas plaisir, ne backez pas Terraforming Mars de Dice Game. Attendez de donner votre argent à un distributeur français et à votre boutique locale. Voilà. Bon, on arrive au premier cette semaine sur Kick Parade. Grosse surprise, hein. Grosse surprise. Vraiment, on l'a pas vu venir. Énorme carton pour Tainted Grail Kings of Ruin. Alors moi perso c'est une demi-surprise, parce que le premier avait déjà été un gros succès, il a eu plutôt bonne presse, c'est un énorme jeu, mais alors de là à ce qu'il rapporte plus de 2 millions d'euros en 2 jours, 11 682 contributeurs, il reste 18 jours. Alors là, par contre, ça m'a quand même assez scotché, quoi. C'est gigantesque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà, c'est Awaken Realms. Je veux dire, je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait un projet qui n'a pas dépassé le million. Je me rappellerai toujours de la campagne Netherfield qui avait rapporté 1 million de livres en moins de 3 heures. Enfin, c'était un truc de fou. Alors, ça s'est un petit peu calmé depuis, hein, mais c'est vrai que là, en plus, Tainted Grail, il a son lot de fans. En plus, le jeu là, il y a la deuxième vague qui arrive en France. Donc, on va dire, le public, international a pu se familiariser avec le jeu. Donc, ça, c'était plutôt bien joué de leur part. De se dire, attendons que tout le monde ait reçu le jeu, que tout le monde ait pu le tester pour pouvoir lancer notre nouvelle campagne et du coup, pouvoir toucher encore plus de gens. Je pense que c'était prévu et je pense que c'était plutôt bien joué par nos amis polonais. Non, mais en plus, ça devient une énorme boîte. Hein. Par exemple, ils ont battu à plate couture Communion Note avec le Dune, tu vois, qui était quand même une grosse artillerie, quoi, qui a péniblement passé le $1 million. Là, ils en font 2 fois plus en 2 jours. Et le jeu est pas si cher que ça, entre guillemets, parce que le pledge est à 100 balles. Et vu la taille du jeu et ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est un prix très raisonnable. Alors évidemment, 100 balles, ça reste une assez grosse somme pour un jeu de société, hein, nous sommes tous d'accord, mais nous sommes tous des amoureux de jeux de plateau ici, donc nous connaissons les vraies valeurs des choses. Et donc 100 € pour une boîte comme Tainted Grail,
c'est très raisonnable. Et la TVA est payée, c'est-à-dire que tu ne payes pas la TVA. Et il y a une VF, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de langues. Donc il y a quand même une politique commerciale, on va dire, très agressive de la part de Awaken Realms. Ils veulent être parmi les tout premiers, et ça se sent. Et en plus, ça suit derrière, parce que le jeu, il a l'air vraiment beau, quoi. Moi, tu vois, j'avais loupé le coche avec le premier Tainted Grail. Alors, je connais des gens qui l'ont, donc j'attends qu'ils finissent pour qu'ils me le... parce que j'aimerais bien l'essayer. Mais c'est vrai que ça fait très envie. Dans la catégorie moi c'est vrai qu'il fait un peu exploration, partie de ma pile de la honte. Je l'ai. Je l'ai ouvert, j'ai commencé une partie, voilà, mais j'ai pas. C'est pas du tout que j'ai pas accroché, hein, c'est juste que c'est un jeu qui demande du temps, de l'investissement, et j'ai pas encore eu le temps de le relancer. Par contre, c'est vrai que il fait partie de cette vague de jeux que je qualifierais de post-7e continent, qui ont repris toutes les mécaniques qui fonctionnaient du 7e continent en virant tout le superflu, les lourdeurs de gameplay, etc., et en y ajoutant vraiment un aspect narratif beaucoup plus poussif, sans passer par le biais d'une application. Comme quoi c'est possible, et sans avoir une espèce de pléthore de matériel qui dégueule. C'est vraiment c'est quelques cartes, quelques decks placés à gauche du plateau, et ça fonctionne, ça tourne très très bien, très très bien. Et puis, ils en ont profité aussi pour revoir un petit peu les règles du premier. Ils ont fait une espèce de démarche d'écouter les fans. Et il y a une version 2.0, donc ils ont, je pense, simplifié quelques trucs, revu un peu leur copie du premier. Donc tu peux aussi commander la 2.0. Alors les pledges sont énormes. Alors ça, c'est toujours Awaken Realms, t'as le pledge de base qui est à 100 balles, mais tu peux dépenser ton salaire si tu veux. T'as tellement d'add-ons entre les dés, les extensions. Alors, je sais même pas d'ailleurs si toutes les extensions du premier Tainted Grail sont sorties en boutique en France. Elles ont toutes été traduites ou s'il y en a encore. Mais en tout cas, il y en a beaucoup de matériel. Tu peux tout customiser. Et tu peux avoir les figurines pré-peintes aussi, tu peux avec avoir, un Sundrop. En Sundrop. Donc, il y a une... c'est ça qui est agréable aussi chez Awaken Realms, c'est qu'il y a une grande palette d'offres. Tu peux vraiment prendre le truc le plus simple. Et si tu es fan et que tu as beaucoup d'argent, ou alors que tu mets tout ton argent là-dedans, tu peux vraiment te faire plaisir aussi. Voilà, il y a vraiment une... Enfin, non, ils sont très intelligents, très très intelligents. Mais ils sont forts, ces Polonais, ils sont forts. Ils sont très très forts. Voilà, ils sont forts en jeu. Donc succès mérité, moi je pense. Franchement, vu l'offre, vu la page... Je pense aussi d'ailleurs, c'est le début d'une grande histoire d'amour entre GameFound et Awaken Realms d'ailleurs, puisque leur projet aujourd'hui ne passe plus du tout... Tu sais pourquoi. C'est eux qui ont monté GameFound. Donc voilà, ils sont chez eux, ils sont en terrain conquis là. Donc voilà, donc non, c'est une réussite flamboyante cette boîte. Bon, en tout cas, il reste 18 jours, donc on le retrouvera la semaine prochaine. Très sincèrement, je vois pas trop qui va pouvoir lui damer le pion d'ici une semaine, mais bon. Non, à moins d'un malentendu ou d'une surprise absolue, je pense qu'on aura la chance de développer un peu plus. Voilà. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait parler. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit au début, à commenter ces jeux. Avez-vous pledgé Tainted Grail? Aimez-vous Tainted Grail? Dites-nous, parce que c'est quand même un énorme succès, donc on aimerait bien voir vos retours si vous avez joué au premier. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. Et puis on se dit à la semaine pro, Swan. Bien sûr, à la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous. Ciao, ciao.